Cette histoire, faut qu'elle tourne partout. Faut qu'elle tourne absolument partout. À la fois en tant que président du conseil général, en tant que maire, président de région, ministre, premier ministre. Ce mec a juste beaucoup trop de pouvoir. Tu as scolarisé tes gosses en sachant qu'il y avait ces bails-là dans ces établissements, et c'est ce qui te rend d'autant plus coupable en tant que père, en tant qu'élu, en tant que citoyen, en tant que tout. Ça devrait faire la une. Ça devrait faire la turbo une. Pour un petit peu poser le décor, il y a une affaire immense qui est sortie récemment, en tout cas qui a percé le mur du son médiatique récemment, parce que c'est déjà des trucs pour lesquels il y avait eu des plaintes, etc. De viol et de pédocriminalité et de violence sur mineurs, qui concernent plus d'une centaine de témoignages pendant une cinquantaine d'années dans un établissement privé catholique, 112 plaintes exactement, aux alentours de Pau, la circonscription dont il est député. Bayrou y a scolarisé ses enfants. Sa femme y enseignait, il me semble. Donc, c'est un truc auquel il était très très lié, quoi. Il a laissé ses gosses là-bas, non mais pire. On va voir de toute façon avec l'article de Mediapart. Mais il a carrément appelé le juge pour lui demander si un de ses enfants était concerné par l'affaire, et il y a laissé ses gosses. Bon, heureusement, ses enfants n'étaient pas concernés par l'affaire. Mais il y a quand même laissé ses gosses. En mode, oh bah ça va, c'est les gosses des autres qui seront violés, c'est pas les miens. C'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie du début à la fin, où il savait, juste il a participé en fait à tout le système d'Omerta. À la fois en tant que parent d'élève, sa femme en tant qu'enseignante, enfin elle était prof de catéchisme, donc c'est pas enseignant, voilà, mais bon. Et en tant que élu du coin, quoi. Parce que même si t'es maire de Pau et que t'es pas maire de Bétarame, en tant que maire de Pau, tu peux dire au maire de Bétarame, hé, il y a une dinguerie dans ton truc, est-ce que tu peux investiguer? Bon, bref. Et en tant que ministre de l'Éducation aussi. Pourquoi il a étouffé l'affaire? C'est ça la vraie question. Eh ben, on va voir ça. Viol à Bétarame, Bayrou a menti. Mediapart publie de nouveaux documents. Donc, le Premier ministre a déclaré mardi 11 février à l'Assemblée n'avoir jamais été informé des violences commises dans cet établissement catholique de la région de Pau. Mediapart publie un courrier avec son accusé de réception ainsi qu'une photo d'archives qui font voler en éclats sa défense. Sûr de son fait, François Bayrou l'a répété à 2 reprises devant l'Assemblée nationale. J'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence, a fortiori sexuelle, jamais, a déclaré le Premier ministre mardi 11 février face à la représentation nationale. Le chef du gouvernement venait d'être interrogé par le député de la France Insoumise Paul Vanier sur les révélations de Mediapart portant sur ses mensonges pour défendre l'établissement catholique Notre-Dame de Bétarame dans la région de Pau où ont été scolarisés ses enfants. Donc c'est l'établissement dans lequel il foutait ses gosses. Moi, ça me rappelle vraiment l'affaire Stanislas. D'ailleurs, c'était aussi Paul Vanier qui était un petit peu à la charge là-dessus. Mais parce que Stanislas, pareil. T'as tous les ministres, les hauts fonctionnaires, les machins qui scolarisent leurs gosses, et évidemment qui vont protéger. Enfin, c'est tout le système d'Omerta autour justement de la protection de l'élitisme, de l'entre-soi catho, bourgeois, je sais pas quoi. L'institution est au cœur d'un immense scandale de violence physique et pédocriminelle. 112 plaintes pour des faits s'étalant des années 50 aux années 2010, donc 60 ans, que l'élu béarnais n'a jamais dénoncé. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame victimes de violences pédocriminelles? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur des fonds publics? A aussi demandé le député du Val d'Oise, spécialiste des questions d'éducation, poussant le Premier ministre à s'enferrer dans le mensonge. Or, le Premier ministre n'a pas reçu une, mais au moins 3 alertes. Une récente alerte ignorée par François Bayrou. Un nouveau courrier que révèle Mediapart prouve en effet que François Bayrou a été directement saisi par une victime de Bétarame en mars 2024. Donc il y a moins d'1 an. Ah non, je ne savais pas. Il y a moins d'1 an, il y a une victime qui t'a envoyé un courrier. La lettre en question lui a été adressée par Jean-Marie Delbos, un ancien élève aujourd'hui âgé de 78 ans. Donc il y a au moins son âge, quoi. Ayant subi plusieurs viols de la part d'un religieux dans les années 50 lorsqu'il était adolescent. Son témoignage est difficilement contestable, puisque cette victime a été reconnue comme telle par l'Église. Donc l'Église le reconnaît, mais Bayrou le nie. Le Premier ministre arrive à battre l'Église catholique dans l'Omerta. La tronche du truc, quoi. L'homme a même été indemnisé à la suite de la signature d'un protocole d'accord signé le 20 mars 2023 avec la Commission Reconnaissance et Réparation. 1 an plus tard, le 16 mars 2024, Jean-Marie Delbos entreprend d'écrire au maire de Pau, qui règne sur le département depuis des décennies. Ça fait des années, ce mec, c'est un baron local, quoi. Il est indéboulonnable en plus. C'est pour ça que même si c'est dans la région de Pau, les gens, enfin, c'est son terre-terre, quoi, globalement. Pour dénoncer son silence et l'inviter à écouter les témoignages sur les violences au sein du pensionnat. Orphelin, la victime a rejoint Bétarame en 56 à l'âge de 10 ans. Tout aurait pu être idyllique. Dormir et manger sans prétention, je connaissais. Témoignage Jean-Marie Delbos dans son courrier à François Bayrou, avant de poursuivre. Sauf qu'en 1957, arrive au dortoir un jeune ecclésiastique dont nous avions une peur irraisonnée. La suite, vous la subodorez. Putain, en plus le langage bien fleuri à l'ancienne. L'ancien pensionnaire raconte les attouchements et fellations subis, commis par ce prélat, qui le rejoint la nuit, soutane ouverte, en lui répétant « Rendormez-vous, ce n'est rien ». Cela a duré jusqu'en fin 1961, où nous avons décidé de nous plaindre à notre directeur de conscience.
Et puis Jean-Marie Delbos dans la lettre. Oui, c'est vraiment genre c'est vraiment, vous imaginez l'image d'Épinal du truc et c'est littéralement ça, quoi. Le septuagénaire, il rappelle enfin toutes les étapes de son long combat jusqu'à la reconnaissance de son statut de victime. Précautionneux, il envoie son courrier au maire de Pau avec un accusé de réception, prouvant que le document a été remis le 20 mars 2024. Mais malgré la précision de ce témoignage écrit et la souffrance qui s'en dégage, la victime n'a jamais reçu la moindre réponse. Moi, je ne suis qu'un pauvre baillet. Je subodore que Bayrou n'en a rien à faire de moi, analyse-t-il auprès de Mediapart. Cette histoire, faut qu'elle tourne partout. Faut qu'elle tourne absolument partout. Dans son courrier déjà, Jean-Marie Delbos relevait la responsabilité de notables locaux. Pendant des décennies, Notre-Dame de Bétarame a attiré les enfants de bonne famille de toute l'Aquitaine, dans l'omerta ayant permis aux violences de se répéter sur des décennies. Sollicité par Mediapart, les équipes de Matignon n'ont pas répondu à nos questions quant à l'absence de réponse à ce courrier, qui contredit formellement les déclarations du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. La deuxième alerte ignorée par François Bayrou. Dans sa réponse au député Paul Vannier, François Bayrou a également énoncé des contre-vérités, autrement dit des mensonges, sur d'autres alertes ignorées. Lorsque la première plainte dénonçant des violences à Bétarame est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97-98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97, a par exemple affirmé le maire de Pau. C'est faux. La première condamnation d'un surveillant général pour des faits de violence date de juin 1996, à une période où le Béarnais était donc bien au gouvernement. Comme nous l'avions raconté, le ministre avait même cru bon d'organiser une visite officielle dans l'établissement en mai 96. Un mois après le dépôt de plainte de la victime. Donc la victime qui porte plainte, un mois plus tard, le ministre, qui est aussi littéralement le baron local de la région, organise une visite officielle. Genre, est-ce que vous avez plus clair de dire l'État vous protège? Vous violentez les gosses? Vous les violez? On vous protège, vous inquiétez pas. Vous restez un établissement d'excellence. C'est vraiment comme Stanislas, les gens. C'est littéralement le même fondement, le même type de culture d'omerta, la même protection des pouvoirs publics, quoi. Un mois après le dépôt de plainte de la victime, et alors que l'affaire était largement commentée dans les médias, y compris nationaux. Donc en plus, ils en parlaient, quoi. Et j'imagine beaucoup plus que maintenant. Il avait alors fait directement référence à cette première plainte et défendu Bétarame. Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques contre Bétarame avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Donc il était allé visiter l'école en disant « C'est vraiment injuste. Voilà. C'est tellement injuste. Toutes ces attaques contre votre établissement respectable. » Stanislas, là on parle de viol de certains gamins. Stanislas, il n'y a pas ça. Faut pas tout mélanger de poids de mesure. Je compare la culture de l'omerta. Donc il y a eu aussi des histoires de viol à Stanislas. Et surtout, même si c'est pas les mêmes affaires, etc., c'est comparable par le fait qu'il s'agit d'établissements privés catholiques dans lesquels l'élite bourgeoise met ses enfants et entretient la culture de l'omerta autour de ça. C'est le système d'omerta et de silence encouragé par la complicité générale de toute la bourgeoisie locale. Donc, l'ex-directeur de Stanislas a été mis en examen pour viol sur mineur. Oui, il m'a fait douter, mais oui, en effet. Avant d'engager sa responsabilité pour défendre l'établissement. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Le reste suit son cours. Les autres instances qui doivent s'exprimer le feront. Donc globalement, grosse langue de bois pour dire oui, court toujours, quoi. On a demandé des informations. On a fait des vérifications favorables. Favorables à quoi? Positif pourquoi? Voilà. Le reste suit son cours. Les autres instances, lesquelles, qui doivent s'exprimer, le feront. On ne sait pas ce qu'elles vont dire, on ne sait pas c'est quoi ces instances, etc. C'est vraiment la langue de bois parfaite pour dire circuler, il n'y a rien à voir. À la même période, une enseignante en poste à Bétarame de septembre 94 à septembre 96 déclare elle aussi avoir alerté celui qui cumulait alors les casquettes de président du Conseil général et de ministre de l'Éducation nationale. Oui, parce que le truc de « Non, mais j'étais plus ministre à l'époque !» T'étais quand même président du Conseil général. Bayrou, je crois qu'il n'a pas passé une seule année de sa vie à ne pas cumuler des mandats et à ne pas être élu quelque part ou nommé quelque part. Donc genre, même si t'étais pas ministre, c'était quand même ton terre-terre en fait. C'est quand même l'endroit dont t'es... Françoise Gulingue, ancienne professeure de mathématiques, explique avoir parlé de violences physiques contre des élèves à Elisabeth Bayrou, qui assurait le catéchisme dans l'établissement. Oui, parce que sinon c'est pas drôle. Puis avoir prévenu son époux à l'occasion d'une remise de médaille. Il a minimisé en disant que j'exagérais sans doute un peu, a-t-elle témoigné en juillet 2024 dans Le Point. Je sais que l'infirmière de l'école lui a aussi écrit des courriers. Donc tout le monde venait le voir, lui et sa femme, pour leur dire il se passe des dingueries. Genre, il y a des gens, ils tabassent les élèves. T'en as, ils les violent. Genre, c'est une dinguerie. Bref. Des affirmations qu'elle maintient auprès de Mediapart, malgré les dénégations du Premier ministre, en racontant avoir tiré la sonnette d'alarme auprès de toutes les autorités civiles comme religieuses.
Le problème, c'est que nous sommes dans un monde entièrement clos, appuie-t-elle. L'avocat historique de Bétarame, Serge Legrand, autour duquel une grande partie du barreau palois, donc c'est de Pau, une grande partie du barreau de Pau a fait bloc lors de l'affaire de 96, était aussi engagé en politique à l'Union pour la démocratie française, l'UDF, le parti de François Bayrou. Ah ben c'est pratique. Quand t'as le mec de ton parti, qui est l'avocat de l'école, où tu fous tes enfants et où ta mère donne des cours de catéchisme, et où du coup, il y a des affaires de violence que ça t'intéresserait de pas trop laisser sortir. Pendant 30 ans, François Bayrou n'avait d'ailleurs eu aucun mot pour les victimes ou les plaignants de cette affaire. Ce mardi à l'Assemblée, il les a évoqués pour la première fois. Voilà, il a mis 50 ans à évoquer les victimes, en exprimant sa sympathie et ses premières pensées pour les hommes et les garçons qui ont été en souffrance dans ces affaires-là. Voilà, qui n'ont pas été victimes, hein. Ils ont été en souffrance. Voilà. Parce que c'est pratique de dire en souffrance. T'as pas à reconnaître le statut de victime. Tu peux souffrir pour rien parfois. Voilà, t'as été en souffrance. Voilà. On édulcore. Interrogé par Mediapart, Jérôme, le père de la première victime de violence physique de 96, dont l'enfant a perdu l'audition depuis, ne décolère pas. C'est une histoire où le mec il s'est fait taper tellement fort par le surveillant, je crois, qu'il en a perdu l'audition. Le gamin, il est devenu sourd tellement le surveillant il a tapé fort. L'établissement, bah non, l'établissement n'a pas fermé, ils sont pas musulmans. Son fils était dans la même classe que Calixte Bayrou lorsqu'il avait alerté tout l'établissement des violences qui existaient. Le gosse de Bayrou était dans la même classe qu'un gamin qui s'est fait taper tellement fort qu'il a perdu l'audition. Bayrou, il a dit « Oh, ça va. Tant que c'est pas mon gosse, ça va. » En tant que ministre de l'Éducation nationale, il était responsable. Qu'a-t-il fait de nos alertes? Rien. Et en tant que parent d'élève aussi. Il était parent d'élève aussi. Genre les parents d'élèves aussi, ils ont une responsabilité quand leurs enfants leur disent... Dénonce-t-il en accusant François Bayrou de cacher le fait de ne rien avoir fait à l'époque. Aujourd'hui, François Bayrou doit s'expliquer et arrêter de se réfugier derrière son amnésie. Quand on est aux responsabilités, on s'explique, on assume et on ne profite pas de son pouvoir pour continuer à tout étouffer. Implore-t-il. Et s'il est véritablement amnésique, Bayrou ne peut plus assumer ses fonctions et doit quitter son poste. Voilà, c'est soit il est en mode « Oh, je suis amnésique », bah du coup, t'es pas apte à être Premier ministre, pardon. Soit t'es pas du tout amnésique et du coup, bah tu es responsable, en fait. Une troisième alerte ignorée par François Bayrou. Il y a bien eu une affaire judiciaire datant de 1998. Putain, c'est mon année de naissance, les gens. C'était il y a 27 ans. 26 ans. Qui est survenue alors que François Bayrou n'était plus ministre, comme il l'a souligné devant les députés. Un directeur de Notre-Dame de Bétarame, le père Caricart, mis en examen pour viol. Mais là encore, si François Bayrou prétend ne jamais avoir été alerté, des éléments pour... Et encore une fois, même s'il était plus ministre, il était quand même putain d'élu dans la région. Genre, il était quand même aux responsabilités au niveau régional. Et c'est quand même, les régions, elles sont un petit peu responsables des jours d'établissement quand même. C'est elles qui financent. C'est une constante en France que nos responsables sont jamais responsables de rien. Bah, surtout s'ils sont de droite. Hein. Comme nous l'avons déjà écrit, le maire de Pau, qui n'était effectivement plus ministre, avait rencontré le juge d'instruction saisi de l'affaire pour évoquer ce dossier pourtant couvert par le secret de l'instruction. Donc non seulement il savait, mais en plus de ça, il a violé le secret d'instruction pour demander au juge les détails sur l'affaire. Non, mais je savais pas. Même un citoyen lambda doit alerter, oui. Et donc il a rencontré le juge, alors que c'est interdit. Notre rencontre de l'époque ne portait pas sur autre chose, c'était spécifiquement sur ce dossier, notamment parce que l'un de ses enfants était scolarisé à Notre-Dame de Bétarame. Bah oui. Bah oui, le directeur mis en examen pour viol, bah du coup, Bayrou, il a rencontré le juge pour lui dire « Oh, est-ce que c'est mon gamin qui a été violé ?» Et vu que c'était pas son gamin, bah il a dit « Je m'en bats les couilles. » Après, si ça avait été son gamin... Et bref. François Bayrou avait d'abord démenti cette rencontre, avant de la reconnaître, tout en la minimisant. Auprès de Mediapart, Thierry Sagardoito, l'avocat du plaignant pour viol, estimait d'ailleurs évident que François Bayrou avait été avisé de la plainte, et ce d'autant plus qu'Elisabeth Bayrou s'était rendue aux obsèques du père mis en cause pour viol, qui s'était suicidé juste avant une nouvelle convocation par le juge d'instruction. Donc le mec, le directeur, là, le père Caricart, il est mis en examen pour viol. Bayrou rencontre le juge en mode hey, « Est-ce que c'est mon gosse ou pas ?» C'est pas son gosse, il s'en bat les couilles. Le mec se suicide et sa femme se rend à ses obsèques. Ah, c'était quand même un grand homme. Comment est-ce que tous les médias n'en parlent pas? François Bayrou persiste à blanchir Notre-Dame de Bétarame. Devant la représentation nationale et sous certains applaudissements, le Premier ministre a annoncé porter plainte pour diffamation. Oh mais carrément, diffamation. Et poser cette question comme deuxième preuve du fait qu'il était au courant de rien. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Bah oui, c'est précisément ça. C'est que tu as scolarisé tes gosses en sachant qu'il y avait ces bails-là dans ces établissements, et c'est ce qui te rend d'autant plus coupable en tant que père, en tant qu'élu, en tant que citoyen, en tant que tout.
Ça passe à la complicité, en fait. Et à la mise en danger de tes propres gosses. Par cette interrogation, François Bayrou blanchit une nouvelle fois l'établissement de ses enfants. Pourtant, il y avait bien plus que des soupçons ou des affirmations sur Notre-Dame de Bétarame, puisqu'un surveillant a été condamné pour violence physique en 96. En 2000, lorsque l'élu questionnait le juge Mirande, le directeur de l'établissement était lui mis en examen pour viol. Si François Bayrou assume avoir laissé son enfant dans une institution gravement mise en cause, il l'a fait en toute connaissance de cause. Et donc le deuxième article. Le juge saisi des viols à Bétarame, en 98, j'ai confirmé à François Bayrou que les faits étaient patents et établis. Parce que le truc de viol, du coup, le mec il s'est suicidé, mais le juge était quand même en mode les faits sont établis, le mec est clairement coupable. Donc c'est pas juste oh là là, c'était une allégation, il était juste poursuivi, mais ça va, il y avait R. Non, le juge il était le juge il a vraiment dit à Bayrou en 1998, ouais, le mec il l'a fait, ouais. Alors que François Bayrou persiste à dire qu'il ignorait les accusations de violence physique et sexuelle qui pesaient à la fin des années 90 sur Notre-Dame de Bétarame, un témoin central vient plomber la défense du Premier ministre. Le juge d'instruction de l'époque confirme à Mediapart avoir rencontré l'élu et lui avoir tout dit des viols mis au jour par son enquête. En l'espace de 24 heures, le Premier ministre a juré 2 fois devant la représentation nationale qu'il ne savait rien des accusations qui pesaient sur Notre-Dame de Bétarame. Ni hier, ni aujourd'hui. J'affirme que je n'ai. Alors, ni aujourd'hui. Alors, bon, franchement, entre-temps, tu devrais quand même avoir lu 1 ou 2 articles Mediapart. Normalement, en tant que ministre, c'est un petit peu ton devoir de s'assurer de vérifier ce que Mediapart dit sur ta gueule, mais bref. J'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence, ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, etc. Bon, ça, c'est le même truc que tout à l'heure. Sans jamais employer le terme de victime, le maire de Pau, ancien député UDF des Pyrénées-Atlantiques et président du conseil général du département, s'est contenté de fustiger des polémiques artificielles sur le sujet. Le sujet en question étant celui d'un établissement catholique privé sous contrat visé par au moins 112 plaintes pour violences physiques et pédocriminelles sur des dizaines et des dizaines d'enfants pendant près de 60 ans. Lors de ces 2 prises de parole, François Bayrou a balayé les témoignages et les documents révélés par Mediapart, mais aussi passé sous silence une rencontre, celle qu'il a eue en 98 avec le juge qui enquêtait sur le père Caricart, le directeur de l'institution, accusé d'avoir violé 2 élèves. 2 putains d'élèves. Donc, pour une dinguerie, s'il y a eu signalement fait au ministère en 98, les ministres suivants, Allègre et Lang, étaient forcément au courant, donc il n'y aurait pas que Bayrou d'impliqué. Ah bah. Mais enfin, l'entièreté du gouvernement, parce que Bayrou, en tant que ministre de l'Éducation, était impliqué, mais outre le ministère de l'Éducation, genre, l'entièreté du gouvernement était concernée, en fait. Là, il s'agit d'une responsabilité qui est aussi collective. Ça, là, on touche vraiment à la puissance du nœud d'omerta et à la puissance de la protection de quand tu as le pouvoir d'État qui est de ton côté, quand tu es de la bonne classe, de la bonne religion, etc. Quoi. Oui, et puis oui, comme si Jack Lang allait faire quelque chose, oui, ça c'est clair. Interrogé par Mediapart ce mercredi, Christian Mirande, juge d'instruction au tribunal de Pau, est l'un des rares à avoir cru des victimes à l'époque. Oui, parce qu'encore, rappel, l'excuse de non, mais il y avait quelques affaires, et puis bon, après tout, etc. Genre déjà, pour porter à la justice ce genre d'affaires, encore une fois, vous connaissez les bails de violence sexuelle, de violence en règle générale. Porter plainte, ça veut dire se retrouver face à plusieurs obstacles. L'obstacle policier, l'obstacle judiciaire et les gens qui ne te croient pas. Donc c'est aussi genre le juge qui a cru les témoignages, ce qui est assez rare pour pouvoir le souligner. Il y a aussi ça, c'est que, bref. Et l'un des rares à avoir cru des victimes de l'époque et ose même employer le terme. Ce magistrat, aujourd'hui à la retraite, ne comprend pas les dénégations du Premier ministre et maintient avec force avoir informé François Bayrou à l'occasion d'une rencontre que l'élu centriste avait lui-même sollicitée. Il est catégorique. Le Premier ministre ne découvre rien des graves soupçons et affirmations qui pesaient à l'époque déjà sur ce pensionnat, situé à 30 km de Pau. La presse locale et nationale avait largement documenté ce scandale sexuel en 98 et 2000, que François Bayrou ne pouvait donc ignorer. Il était même venu voir le juge de manière totalement informelle, au cours d'une enquête pourtant couverte par le secret. D'après le magistrat, sa démarche n'était pas motivée par une inquiétude quant à la situation de tous les élèves scolarisés à cette époque ou par le sujet dont François Bayrou aurait pu alors s'emparer politiquement pour faire changer les choses, mais comme un parent d'élève inquiet, car son fils était élève dans cet établissement. Donc même le juge, il dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Même le juge, il dit « Ah non, ils s'en battaient les couilles des autres gosses. Que les gosses des autres se fassent violer, se fassent tabasser, ils s'en battaient les couilles tant que c'était pas les siens. » C'est la droite, quoi. Tout pour les miens, rien pour les autres. Donc là, c'est une interview. Confirmez-vous avoir rencontré François Bayrou lorsque vous étiez saisi d'une enquête pour viol sur mineur à la fin des années 90 ? Oui, c'était après l'ouverture de l'information judiciaire. François Bayrou était inquiet de cette situation, sachant que les médias locaux ne s'étaient pas privés de donner des informations, et notamment une certaine multiplicité des victimes à l'époque des faits, dont j'ai été saisi.
J'avais placé le père Caricart en détention après une plainte pour viol sur mineur. Il avait été libéré et s'est suicidé alors que je venais de le convoquer après une deuxième plainte pour viol. Que savait François Bayrou lorsqu'il a demandé à vous rencontrer? Les informations que François Bayrou avait sur cette affaire, c'était celles qui étaient parues dans toute la presse locale et dans certains médias nationaux. Donc, il avait ces infos de la presse, il savait quoi. Dans le microcosme local, tout le monde en parlait. Il s'agissait alors officiellement de 2 viols sur mineurs. Sa démarche ne m'avait pas paru anormale, puisque je me souviens qu'il m'avait parlé de son fils qui était élève et qu'il était inquiet de savoir ce qui se passait à Notre-Dame de Bétarame. En revanche, j'ignorais à l'époque que la femme de François Bayrou enseignait le catéchisme dans cet établissement et qu'elle s'était rendue aux obsèques du mis en cause après son suicide. Quel était l'objet de votre discussion? Nous avions parlé du père Caricart. Je me souviens que François Bayrou n'arrivait pas à croire qu'il ait pu faire cela. Bien sûr. Il n'y avait pas d'autres extrapolations. Il voulait sans doute avoir une confirmation plus ferme après avoir vu ce que les médias rapportaient. C'est ce que je lui ai donné. Donc il était en mode « Oh là là, les médias, mais ce père Caricart, vraiment? Vous croyez? Est-ce que c'est vrai ce que disent les médias? Parce que je ne crois pas qu'un tel homme de foi ait pu faire ça. » C'est F. de Villiers qui couvre son fils qui a commis l'inceste. Exactement, Philippe de Villiers qui a totalement couvert à la fois le bourreau et la victime dans sa propre famille, quoi. Comme il n'arrivait pas à y croire, je lui ai confirmé que les faits étaient patents et qu'ils étaient établis. Pourquoi François Bayrou a contesté dans la presse vous avoir rencontré? Je suis surpris et je ne comprends pas. D'autant qu'à l'époque, je n'étais pas rentré dans le secret de l'instruction. A-t-il oublié notre rencontre ou ment-il? Seul lui peut le dire. Comment comprenez-vous les dénégations que le Premier ministre a livrées à 2 reprises à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais personne n'ignorait les faits dont j'étais saisi. L'ouverture de l'information judiciaire n'avait rien caché des faits et les médias s'étaient jetés dessus. Les renseignements fuitaient de tous les côtés, à la fois des enquêteurs et peut-être même des avocats. François Bayrou était absolument inquiet concernant son fils qui était élève. J'imagine que c'est un système de défense. Il a sans doute peur d'avoir couvert l'institution dans ses méfaits. Comme il a été évoqué d'autres témoignages depuis, notamment d'une enseignante qui dit l'avoir alerté. François Bayrou, en tant qu'élu local, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, était-il inquiet pour les autres élèves de Notre-Dame de Bétarame? Non. Sa démarche était de venir me voir pour me dire qu'il était inquiet car son fils était élève dans cet établissement pour voir s'il y avait des risques. Il venait comme parent d'élève. Donc voilà, ils s'en battent les couilles de protéger les enfants. Genre vraiment, à chaque fois qu'ils disent « il faut protéger les enfants, vraiment, les pédophiles c'est horrible, il faut sanctuariser ». Non, ils s'en battent les couilles de protéger les gosses, c'est les premiers à les victimiser. J'ai une stratégie, il faut qu'un député à la file insulte devant tout le monde, les médias reprennent l'insulte, ça donne l'occasion de parler de l'affaire, oui de fou, c'est réel. Cette enquête mettant en cause le directeur de Notre-Dame de Bétarame vous semblait-elle solide à l'époque? Si j'avais décidé le placement en détention du père Caricart, c'est que ce dossier était solide. Je ne me suis pas posé la question au regard des faits qui avaient déjà été rassemblés par la section de recherche de la gendarmerie de Pau et de la procédure. J'avais auditionné de nombreuses personnes, le personnel de l'établissement, les élèves et les familles de plaignants. Le père Caricart avait été remis en liberté, mais lorsque j'ai instruit une seconde plainte, j'avais même dit à l'avocat du religieux qu'il n'échapperait pas à la détention cette seconde fois. Lorsque je l'ai de nouveau convoqué, son avocat en a certainement parlé à son client, et celui-ci s'est suicidé en se jetant dans le Tibre. J'ai d'ailleurs appris fortuitement par la suite un 3e témoignage lors d'une conversation avec ma libraire. Elle m'avait dit qu'elle était amie avec une femme de ménage de Notre-Dame de Bétarame et m'avait parlé des sévices sexuels que son fils aurait subis de la part du même père Caricart. Donc en plus de ça, il y en avait un témoignage en plus, après coup. Mais enfin, c'est le même principe, c'est que dès que tu fais sortir des témoignages, c'est la libération de la parole. C'est les gens se disent putain, ça m'est arrivé aussi, j'ai le droit de le dire, les gens vont me croire, vu qu'au moins les témoignages ils sont sortis, je suis pas tout seul, et ça vaut peut-être le coup que j'ajoute mon témoignage, éventuellement pour protéger d'autres personnes, quoi. Ou du moins reconnaître ce qui leur a été commis, quoi. Elle m'avait dit que cette mère n'osait pas en parler car elle craignait d'être licenciée de l'institution. Bah ouais. Aviez-vous ressenti des pressions à l'époque? Pas de François Bayrou. Le dossier, lui, était très suivi et d'ailleurs, je n'ai pas compris à l'époque pourquoi la chambre de l'accusation avait décidé la remise en liberté du père Caricart. Je n'avais pas compris cette décision. Au regard des faits, au regard des affaires similaires, on était loin de remettre en liberté quelqu'un accusé de tel fait. Il a pu être exfiltré par l'Église, sans doute grâce aux relations qu'il avait. Au Vatican, il représentait d'ailleurs la congrégation des pères de Bétarame. Il était proche du Saint-Père. Donc c'est pour ça, dans le premier article, qu'on avait parlé du fait que l'Église, pour, je crois, la victime dans les années 50, 50-60, que la victime avait reconnu, que l'Église, pardon, avait reconnu ça. Que l'Église lui avait reconnu son statut de victime et lui avait reconnu les sévices qui avaient été causés, etc. Mais ça, c'est pour les affaires dans les années 50. Je ne sais pas si l'Église a reconnu pour cette affaire-là.
Ah bah oui, ah bah la laïcité, hein, la séparation de l'Église et de l'État, ouais, hein, heureusement qu'il y avait le Vatican pour l'exfiltrer, quoi. Il y a désormais 112 plaintes. Êtes-vous étonné par l'ampleur de ce scandale aujourd'hui? Je ne suis qu'à moitié surpris, au regard de ce que j'ai connu et de ce que m'avait révélé la mère de la première victime notamment. Son fils avait été victime d'un viol. Les circonstances étaient assez dégueulasses puisque ce garçon venait de perdre son père. Le matin du viol, le père Caricard avait réveillé l'élève pour lui annoncer le décès et lui avait dit qu'il devait se rendre aux obsèques à Bordeaux. Donc le mec, il réveille un gosse pour lui annoncer le décès de son père et après il le viole. Pardon. Avant de partir prendre le train, le religieux lui avait fait prendre une douche et lui a imposé une fellation alors que l'enfant était complètement sonné par l'annonce de la mort de son père. Putain, c'est typique. La deuxième plainte concernait un garçon marginalisé avec une famille déchirée. Pour l'éviter soi-disant des problèmes familiaux, le père Caricard le prenait toujours avec lui pour les camps de vacances à Noël et à Pâques. Et il procédait sur lui à tout ce qu'on a découvert des viols. Aujourd'hui, on est à plus de 100 plaintes. Je ne suis qu'à moitié surpris compte tenu des mœurs découvertes à l'époque avec le père Caricard et les sévices physiques qui pouvaient exister. Et encore une fois, on retrouve aussi toute la mécanique de la violence pédocriminelle. C'est aussi cibler des jeunes personnes, garçons ou filles, qui sont mais assez souvent garçons aussi, mais qui sont dans des situations instables, dans des situations de vulnérabilité. Un qui vient de perdre son père et pouf. Un autre qui est dans une famille totalement déchirée et du coup qui se retrouve sous la coupe, etc. Et en fait, c'est toujours ça. C'est pour ça que quand on parle de prévention de la pédocriminalité, de protection de l'enfance, etc., la protection de l'enfance et le fait de garantir un environnement stable, le fait et l'éducation sexuelle sont des enjeux aussi de prévention des violences. C'est qu'en fait, c'est sur les gamins les plus vulnérables que les prédateurs, parce qu'en l'occurrence, on peut parler d'un prédateur, que les prédateurs vont fondre. On rappelle que la journaliste de Mediapart demande au juge si Bayrou était inquiet pour les autres enfants, il répond non. Bah ouais. Mais parce que Bayrou, on parle du système d'omerta de la pédocriminalité, mais Bayrou fait aussi partie du système qui contribue à la marginalisation et à la fragilisation des enfants. En tant qu'homme de droite, opposé à l'éducation sexuelle, opposé à toute politique sociale, de redistribution, voilà, bref, de politique sociale de base, voire même un peu plus ambitieuse, bah, en tant que ça, il est complice de ce système-là. Puisque c'est tout ce système-là qui va aller donner en fait tout un cheptel de gosses vulnérables pour les prédateurs, quoi. Il va pas attaquer le gosse de Bayrou, c'est Bayrou, tu vois, genre c'est le scandale tout de suite, quoi, genre non, non. Tu vas aller voir le gosse qui vient tout juste d'être orphelin de père ou celui dont la famille est instable, quoi. D'autant plus que Notre-Dame de Vétaram, c'est un internat. Et donc, bah voilà, encore une fois, l'internat aussi, comme système dans lequel tu trouves souvent des enfants qui, du coup, de fait, sont éloignés de leurs parents, donc pas de possibilité de témoignage, qui parfois sont mis à l'internat aussi parce que leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux, etc. Enfin, il y a aussi tout ce qui amène aussi à placer ces gosses dans un internat, qui participe à en faire un stock de gamins vulnérables, quoi. Après, ce vieux dégénéré frappait un gosse random devant les caméras. Oui, bah rappelle, oui, c'est vrai, rappelle quand l'extrait de Bayrou tapait un gamin en mode oui, tu fouilles pas dans mes poches, etc., qu'il a foutu un taquet, etc., qu'il a dit non, mais c'est une réaction de père, etc. Bah putain, s'il se défend du fait d'avoir tarté un gosse en disant que c'est en tant que père, c'est une réaction de père comme les autres, etc., bah putain, si en tant que père, son premier réflexe c'est de taper des gosses, bah là, il n'est pas que complice du système, là. Les médias en parlent pour l'instant très très peu. Encore une fois, hein, ils en parlent pas autant que le féminicide de la jeune Louise. Mais faut faire monter la pression, quoi. Je sais pas, enfin, c'est une dinguerie. Ce mec ne peut pas rester aux responsabilités de quelque chose que ce soit. À la fois en tant que président du conseil général, en tant que maire, président de région, ministre, premier ministre. Genre, ce mec a juste beaucoup trop de pouvoir. Genre, il ne peut pas avoir des responsabilités. J'ai l'impression que l'extrême droite n'en parle pas du tout si. Bah non. Ils sont trop occupés à cope avec le fait que l'assassin de la jeune Louise, ah mais zut, il est pas arabe. C'est chaque chose en son temps. D'ailleurs, Bayrou couvre aussi le scandale de l'IMAC à Pau. C'est quoi le bal de l'IMAC à Pau? Ah, c'est Immaculée Conception, ok. Immaculée Conception de Pau, un établissement scolaire sous le joug de l'évêque ultra-conservateur Marc Hayet. Cours de catéchisme obligatoire et évalué. Putain, intervenant réactionnaire, entrave à la liberté de conscience. Ah, là, on retombe sur du Stanislas, là. Professeurs et élèves témoignent auprès de l'IB des dérives qui se multiplient au sein du plus grand établissement privé sous contrat du Béarn et pointent sa métamorphose depuis le changement de direction voulu par le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron en 2013.
Non, ils vont pas oser quand même, se demander quelques professeurs de l'Immaculée Conception, le plus gros établissement scolaire privé sous contrat du Béarn, situé dans le centre de Pau, en apprenant le 12 janvier la visite prochaine de Monseigneur Marc Hayet, l'évêque ultra-conservateur de Bayonne, l'Escar et Oloron dans les Pyrénées-Atlantiques. Une question taraudait ses enseignants. La conférence prévue dans les terminales du lycée général et technologique mardi 30 janvier allait-elle être obligatoire? Seuls les programmes de l'enseignement public peuvent l'être dans les établissements privés sous contrat, comme le prévoit le Code de l'éducation. Tout ce qui relève du caractère propre de ces écoles, en résumé, tout ce qui concerne la vie confessionnelle, doit rester facultatif en dehors des heures. Ok, du coup, ils ont rendu les trucs obligatoires et tout. Ah ouais. Le Béarn, ça a l'air d'être une sacrée dinguerie, hein. C'est parce que c'est LFI qui instrumentalise. Oui, ça doit être ça. C'est vraiment sa défense. Attends, t'es sérieux? La défense de Bayrou, c'est que LFI instrumentalise le truc et que du coup, c'est pour ça que c'est pas. Mais non. Tu te fous de ma gueule. Donc, comme c'est un député France Insoumise qui a posé les questions au gouvernement, regarde sa réponse. Est-ce que vous avez la réponse? C'était hier, il y a eu 2 questions aujourd'hui. De Paul Vanier, réponse Darmanin, et d'un écolo, réponse de Bayrou. Ah, et donc c'est vraiment LFI, on vous répond pas, et les écolos, on vous répond. Un protecteur d'agresseurs défendu par quelqu'un qu'il ne faut pas désigner comme un agresseur. Je veux d'abord, pour ma part et au nom du gouvernement, avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge. Ah ben oui, c'est pas trop tôt d'avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge. Ah ben c'est vrai, maintenant on a une petite pensée. Voilà, petite pensée. Thoughts and prayers, comme il dit aux États-Unis. Qui aujourd'hui sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens. Pardon? Il est ministre de la Justice, un rappel. Le ministre de la Justice qui dit « Pensez pour ces enfants qui méritent d'être reconnus comme des victimes. » Et en fait, les députés qui demandent des comptes au gouvernement, ce sont des jeux politiciens. Mais sauf que t'aurais pas eu de pensée pour ces gosses si les députés, ils t'avaient pas secoué le cocotier. Sale merde. Et que si la lutte contre la pédophilie et les violences faites à nos enfants qui sont insupportables Pédocriminalité. pour la nation, nous la partageons tous, je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Mais putain, mais même si c'est pour régler des comptes politiques, désolé, mais c'est mérité en fait. Genre déjà l'argument de vous voulez régler des comptes politiques, genre en vrai c'est quoi? C'est personne n'a le droit d'en parler quoi? C'est tant que l'extrême droite en parle, enfin tant qu'un de vos rangs, tant qu'un macroniste, tant qu'un mec du parti de Bayrou là, c'est quoi déjà? Il s'appelle comment, le Modem? Tant qu'un mec du Modem le dit pas, et encore ça se trouve on sait pas s'il est pas dans la même tendance que Bayrou. Oui en plus Dixit, ceux qui utilisent Lola etc. Enfin pour oui enfin. Des plaintes S'il vous plaît. et des signalements. Est-ce qu'on peut écouter la réponse de Monsieur le garde des Sceaux, s'il vous plaît? Des plaintes et des signalements ont été adressés au procureur de la République de Pau depuis des temps parfois très anciens, avant les années 80-90. Et donc il commence par dire vous faites de l'instrumentalisation politique parce que après tout les gens ils portent plainte depuis des années. Bah oui, bah du coup vous faites quoi? C'est bien ça le problème. Vous savez mieux que personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Oh non mais ça c'est... Nous ne pouvons pas commenter des affaires en cours. Il faut de la déontologie. Bah oui. Hein, Dixit, le mec qui protège le Premier ministre, qui est littéralement allé voir un juge pendant l'instruction pour lui demander « Est-ce que c'est mon gosse ?» Mais je laisserai le soin, monsieur le député. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité, ça nous changerait. Il y a quelle dignité à avoir quand on parle de violence contre les enfants? Il y a quelle dignité à avoir quand on parle d'actes qui sont indignes? Genre, c'est à quel moment qu'on a le droit de gueuler, en fait? C'est toi qui parles de dignité, Darmanin? Mais je laisserai le procureur de la République de Pau, qui en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale est le seul à pouvoir communiquer s'il le souhaite sur ces affaires, de faire le point sur l'action publique et sur l'action de la justice. La question de Vanier, à laquelle répond Darmanin, c'était de demander à Bayrou pourquoi est-ce que vous avez menti et est-ce que vous reconnaissez que vous avez menti? Et Darmanin qui dit on ne peut pas commenter une affaire en cours. Non, l'affaire c'est que le Premier ministre a menti. Non, mais vous comprenez, voilà, c'est comme d'habitude, finalement, déplacer le sujet pour dire non, mais du coup, on va rien dire.
Je veux donc vous dire, monsieur le député, que l'action publique en matière de lutte contre les violences faites aux enfants, comme je l'ai moi-même souligné dans la circulaire de politique pénale que j'ai adressée au procureur de la République, est une priorité de l'ensemble des gouvernements et particulièrement de celui-ci sous l'autorité de monsieur le Premier ministre qui définit la politique pénale. Ah ben paye ta priorité. Hein. Et encore une fois, je vous renvoie à la discussion que j'ai eue avec Clara Serra. Politique pénale. Il répond sur quoi? Sur la politique pénale. Pas sur la prévention, pas sur l'éducation, pas sur comment on fait en sorte de protéger les futurs gosses. Non, c'est la politique pénale. C'est, vous inquiétez pas, on va faire des gestes pour vous faire croire qu'on va réprimer. Je comprends pas. En gros, c'est le fait de traiter les questions de violences sexistes et sexuelles uniquement au travers d'une promesse de répression, parce que c'est une promesse de répression. Hein. C'est pas parce que on ajoute des articles dans la loi, qu'on durcit les peines, etc., qu'il y a plus de gens qui vont passer devant le juge et qu'il y a plus de victimes qui vont être reconnues. Les victimes vont continuer d'être revictimisées et ça va encore être la croix et la bannière, d'autant plus que les peines seront plus lourdes d'ailleurs. Hein. Bref, je vous renvoie aussi à au dernier bouquin de Geoffroy de la Gannerie et les différentes interviews qu'il donne sur le fait qu'il n'y a aucune corrélation entre le degré de la peine et le fait que les gens ne commettent pas de crimes. Il n'y a aucune corrélation. Tu as des pays où tu as des peines ultra vénères et il y a une criminalité hyper haute, d'autres où tu as des peines ultra vénères et une criminalité très basse, d'autres où tu as des peines très très douces et une grosse criminalité, et d'autres des peines très très douces et une criminalité très basse. Genre, il n'y a aucune corrélation littéralement entre les deux. Donc le fait de répondre par la politique pénale et par la répression, c'est une façon en fait que fait l'État de récupérer un sujet qui est un sujet qui doit être réglé par des politiques de fond, par des politiques féministes, économiques, où il faut mettre des moyens, il faut mettre de l'éducation, il faut mettre des antennes de prévention, etc., pour justement que ça n'arrive pas, ou du moins que quand ça arrive, la reconnaissance de la victime ne soit pas liée au fait de gagner un procès ou pas. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Merci coucou marxiste. C'est l'exemple que j'avais donné dans mon interview avec Clara Serra pour les gens qui étaient là. Aujourd'hui, en gros, tout ce qui est de l'ordre de les centres d'accueil pour les hommes violents, tout ce qui est de l'ordre de les aides financières pour quitter le foyer, tout ce qui est de l'ordre de comment l'État va t'aider à sortir d'une situation de violence, c'est adossé au fait d'avoir lancé une procédure pénale. Donc d'avoir porté plainte, etc. Donc en fait, tant que tu ne t'es pas adressé à la répression, tu n'as pas le droit à de l'aide. Ce qui est, quand on y réfléchit, une dinguerie. Genre, est-ce que tu as besoin de prouver, et du coup avec toute la lenteur que ça suppose, qu'on accepte ta plainte, etc. Donc en fait, le temps que ça prenne, le temps que prend, et le temps nécessaire que prend l'instruction de la justice doit prendre son temps. Moi, je ne suis pas pour une justice rapide. Donc, tout le temps, etc. Oui, tu as tout le temps de te faire buter, tu as tout le temps de te faire inculper, etc. Et en fait, tout ça, c'est au travers, du coup, de la politique pénale, donc de la répression, que sont traitées les questions de violence. Et jamais au prisme de la prévention, de la mise à l'abri préventive, etc. etc. Parce que, genre, c'est quoi le problème pour une meuf de quitter son foyer? Genre, est-ce que tu as besoin de prouver que ton mec... Non, en théorie, tu es censé être libre. Sauf qu'en fait, si tu l'es pas, genre, ces aides devraient être disponibles, en fait. Bref. Et déjà qu'on prenne ta plainte au sérieux, etc., etc. Donc, le fait que Darmanin réponde sur le volet de la politique pénale, ça dit aussi absolument tout de la façon dont il gère les questions de violence sexiste et sexuelle, de pédocriminalité, etc., autour d'outils qui sont des outils qui ne répondent pas aux problèmes, qui ne sont pas des outils de prévention, encore une fois, qui simplement sont des trucs de « Ah, promis, on va encore plus réprimer !» Et de toute façon, ça va pas marcher parce qu'on sait que ça ne marche pas. Et qui, encore une fois, voilà donc la façon dont les violences sexuelles sont utilisées pour simplement faire avancer la politique répressive sans faire avancer la protection des personnes. Tout simplement. Parce qu'encore une fois, c'est pas qu'une question de politique pénale. C'est une question qui est liée aux enseignements, aux établissements scolaires. Comment est-ce que un truc aussi endémique à un même établissement scolaire peut continuer d'arriver? Il y a un problème au niveau du système, un problème au niveau de l'enseignement. Comment est-ce qu'on pense les internats? Comment est-ce qu'on pense l'accompagnement des enfants? Comment est-ce qu'on pense leur mise en protection vis-à-vis des adultes qui les accompagnent? Etc. etc. Et c'est tous des trucs qui ne dépendent pas de la politique pénale, qui ne dépendent pas de la répression, mais qui dépendent de la thune que tu mets, de la philosophie de l'éducation, etc., etc., etc. Même de la structure dont on pense les relations adultes-enfants, etc. Donc même la réponse de Darmanin uniquement sur l'angle de la politique pénale est un crachat à la gueule des victimes,
Parce que, bah, désolé, non. Tu devrais pas avoir à porter plainte pour avoir accès aux éléments de base de la prévention et de la protection des personnes. Tu devrais avoir accès à des trucs de protection, quoi qu'il arrive, que tu sois prêt à porter plainte ou pas. Est-ce que c'est vrai pour les femmes battues aussi? Bien sûr, bien évidemment que c'est vrai aussi pour les femmes battues. T'imagines de devoir attendre que la meuf porte plainte contre son mec, avec encore une fois tout le temps que ça met, avant qu'on décide de la mettre à l'abri? Non. On te met à l'abri, point barre. Là, je change un petit peu de sujet. Je vous renvoie aussi à la discussion qu'on a eue avec Clara Serra sur la doctrine du consentement. Donc là, plus précisément sur l'idée de réécrire la loi pour y introduire du coup la notion de consentement affirmatif. C'est un petit peu de là que le bouquin part. Mais en fait, ça permet de tirer le débat sur comment est-ce qu'on pense une politique de prévention et de protection vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles, qui soit une politique féministe, qui soit une politique anticarcérale, et qui soit une politique centrée sur la protection des personnes. Et ça, c'est un truc qui ne sera pas fait uniquement par le fait de durcir les peines ou renforcer encore plus la procédure pénale. Non. Non, ça se fait par une politique beaucoup plus ambitieuse que ça, en fait. Elle est disponible où, cette discussion? Elle sera disponible d'ici quelques jours, le temps que je la remonte et que je la sous-titre, vu que Clara Serra parle espagnol. Comme ça, vous aurez... Voilà, j'essaie de la faire au plus vite, c'est au top de ma priorité en ce moment. Tu crois que ça peut faire tomber Bayrou? J'espère. Et j'espère qu'il y aura assez de pression. Je veux dire, on vit sous Macron, les gens. Et en tout cas, j'espère qu'on va faire assez monter la pression et qu'on va assez, genre, ne pas le lâcher sur cette affaire, qu'on va assez gueuler pour qu'il y ait la moindre chance qu'il se passe un truc, quoi. La polémique est hyper sérieuse quand même, si les socialistes censurent pas, ça leur coûtera cher en images. Non, mais les socialistes, ils vont se cacher derrière leurs petits doigts en disant que non, mais ils ne censurent pas parce que la France a besoin d'un budget. Mais après, ils vont déposer une motion de censure spontanée pour dire que Bayrou, il est pas bien. Je suis sûr que même dans leur motion de censure spontanée, là, leur 49, je sais pas quoi, là, leur 46-1, je sais pas, bref. Je suis sûr que dans leur motion de censure, ils vont rajouter les trucs de Bayrou, machin, truc, Taram, c'est honteux, vraiment, comment faire confiance. Oui, 49-2, c'est ça. Je suis sûr qu'ils vont mettre un truc sur comment faire confiance à ce Premier ministre, alors même que sur les questions de la protection de l'enfance. Je suis sûr qu'ils mettront ça. Sauf que ça va être dans une motion de censure qui, je vous renvoie à mon autre best-of, qui n'aura aucune chance de passer, qui ne sera jamais voté par l'extrême droite, dont malheureusement on a besoin des voix. Et les socialistes vont continuer de dire non, mais le budget, ça n'a rien à voir. Alors que le budget a absolument tout à voir pour les raisons que je viens de vous dire. C'est au niveau budgétaire que l'on décide des aides, des accompagnements, de la question des établissements privés sous contrat, de tous ces trucs-là, qui sont le maillage nécessaire pour permettre une prévention et un meilleur traitement de ces questions-là, pour permettre que ça ne sorte pas 50 ans plus tard. Et ça, c'est une question de thunes. Et sauf que à partir du moment où tu mets en place un budget austéritaire, bah évidemment, ça coûte rien après de dire ah ben on va changer la loi, comme ça la loi elle sera beaucoup plus vénère. Bah oui, ça coûte absolument rien de changer la loi. Par contre, ça coûte de l'argent et pour un budget austéritaire, ce n'est absolument pas intéressant d'utiliser une partie de ce budget pour protéger les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça, non, pas du tout. Par contre, changer la loi, ça change rien. C'est compatible avec l'austérité, avec le néolibéralisme. Ça, c'est super. Le nombre de casseroles qu'il a au cul, Bayrou, c'est une dinguerie. Hein. Mais parce qu'en fait, les gens, ils sont gaslight par le fait que c'est un peu son côté provincial. Oh là là, il bégaye, il a des grandes oreilles, il est un petit peu goofy. Et puis, oh là là, c'était toujours un petit peu l'éternel second. Il n'a jamais réussi à être président. Oh là là, vraiment, il est un petit peu attachant quelque part. Donc, c'est une ordure, quoi. Pour avoir discuté avec des Palois, Bétaram, c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais, bah, j'ai cru comprendre. Bah, le truc avec l'Immaculée Conception, déjà. Et puis, bah, en fait, généralement, quand t'as un truc à une telle échelle qui se passe dans un établissement scolaire, c'est tout qui est pourri, quoi. Ça va au-delà, en fait, de l'établissement scolaire. Enfin, bref. Bonne nuit. Merci beaucoup. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.